Elle n'était qu'une fille pauvre, marquée de cicatrices, invisible, indésirable, oubliée du monde. Mais le jour du plus grand mariage de l'année, elle entra dans une salle remplie de milliardaires, de politiciens, de caméras et de membres de la royauté. Personne ne connaissait son nom. Personne ne se souciait de qui elle était. Elle était là uniquement pour servir à manger. Mais au moment où son regard croisa celui du marié, il laissa tomber son alliance. La musique s'arrêta. Les invités se figèrent. La mariée cria, et toute la salle sombra dans le chaos. La pluie avait transformé la poussière d'Inugu en boue rougeâtre la nuit où elle aurait dû fêter ses 19 ans, mais personne ne le remarqua. Pas de bougies, pas de chansons, pas de joyeux anniversaire. À l'aube, elle se trouvait déjà à l'arrière de la boutique de restauration de Mama Caro, les coudes plongés dans de l'eau savonneuse froide, fixant une montagne d'assiettes sales. « Chica, tu veux que ces assiettes se lavent toutes seules ?» La voix de Mama fendit l'air. Chica sursauta. « Désolé, Ma. Désolé. Désolé ne paie pas le loyer, » répliqua Mama en ajustant son foulard. « Si tu casses une seule assiette aujourd'hui, je la déduis de ton salaire. Tu entends ? 2000 Nera par semaine. » Mama appelait ça un salaire. Pour Chica, c'était de la survie. Du savon, du gari, des serviettes hygiéniques bon marché. Rien de plus. « Oui, Ma, » murmura-t-elle. Elle se pencha de nouveau sur la bassine, frottant jusqu'à ce que ses doigts brûlent. L'éponge effleura de vieilles cicatrices qui couraient le long de ses bras jusqu'à son cou. Une ligne épaisse partait de son oreille gauche jusqu'à sa mâchoire, un rappel laid de la nuit où sa vie avait brûlé. Les regards des gens s'y posaient toujours. Regarde son visage. Un feu l'a brûlé. Elle est ensorcelée. Il pensait qu'elle n'entendait pas. Elle entendait. Elle avait simplement appris à avaler la douleur et à continuer d'avancer. Mais quand elle fermait les yeux, elle revoyait tout, la lumière orange, la fumée épaisse, les mains de sa mère la poussant vers la porte. Chica, cours. Le craquement du bois, le rugissement des flammes, un collier brûlant contre sa poitrine, puis le noir. Elle se réveilla dans une clinique 3 jours plus tard, le corps bandé, avec des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais. Pas de mère, pas de père, personne pour venir la chercher. Les proches se la passèrent de maison en maison pendant quelques années, se plaignant des frais de scolarité, de la nourriture, des bouches supplémentaires à nourrir. À 16 ans, ils en eurent assez. La ville est grande, dit une tante en lui mettant un sac en nylon dans les mains. Va trouver du travail. C'est ainsi qu'elle se retrouva à Anugu, à laver des assiettes et à dormir sur un matelas mince à côté de sacs de riz dans la boutique de Mama Ninjiru. Chica, s'il te plaît, apporte les assiettes. Viens à l'intérieur, cria l'une des serveuses depuis l'entrée. Chica s'essuya les mains sur sa jupe délavée, souleva un plateau lourd d'assiettes et entra dans la salle principale. La pièce était chaude, pleine de vapeur et de l'odeur du riz jollof, du ragoût au piment et du poulet frit. Son ventre gargouilla. Elle serra les lèvres. Une fille l'entendit et rit. « Lion affamé, tu n'as jamais mangé. »« Ça va ?» répondit Chica. « Si ce n'était pas tes cicatrices, » murmura une autre fille, Efana, « un homme riche t'aurait déjà emmené. Ton corps est pourtant bien. » Elles gloussèrent. Chica esquissa un petit sourire. À l'intérieur, les mots la blessaient. L'idée qu'un homme riche puisse la prendre lui semblait être une plaisanterie cruelle du monde. Chica, appela Mama depuis le comptoir. Prends cet argent. Va acheter de l'eau en sachet, 2 paquets, et ramène-moi la monnaie. Oui, Ma. Elle prit les billets froissés et sortit dans la rue lumineuse. Le soleil de fin de matinée écrasait les toits rouillés et les voitures impatientes. Les motos zigzaguaient dans la circulation. Les vendeurs ambulants agitaient des galas et des chips de plantain aux fenêtres des bus. L'odeur des gaz d'échappement se mêlait à la poussière et à la nourriture frite. Chica marchait vite, les yeux baissés. Un groupe d'écoliers en uniforme impeccable passa en riant, traînant leurs sacs. Quelque chose se serra en elle. Ça aurait pu être moi. Au kiosque, elle acheta 2 sachets d'eau potable, posa le poids frais sur sa tête et repartit. C'est alors qu'elle vit la vieille femme. Elle était assise sur un bloc de ciment cassé près du caniveau. Des fagots de bois empilés autour d'elle formaient comme un petit mur. Son pagne était délavé, son chemisier flottait sur ses épaules maigres. Des cheveux gris s'échappaient de son foulard. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de soulever un fagot.
Bois de chauffe. Bois de chauffe. Achetez. Cria-t-elle d'une voix faible. Les gens passaient sans la regarder. Une moto éclaboussa de l'eau boueuse près de ses jambes. Elle sursauta puis se rassit, petite et fatiguée. Chika passa devant elle, puis s'arrêta. La faim lui avait appris ce que ça faisait d'être assise là, invisible, de supplier avec les yeux pendant que les gens faisaient semblant de ne pas voir. Elle regarda la route en direction de la boutique. Si elle tardait, Mama crierait. Peut-être la frapperait. Peut-être lui refuserait à manger. Elle se retourna vers la vieille femme. « Mama, bon après-midi, dit-elle doucement. La vieille leva la tête. Ses yeux étaient voilés mais perçants. « Bon après-midi, ma fille. Que Dieu te bénisse. » Chika regarda le bois. « Où devez-vous l'apporter? Juste dans la petite concession là-haut ?» La femme hocha faiblement la tête. « Oui, mon corps n'est plus fort. » Chika hésita. L'eau pesait sur sa tête. La peur de Mama pesait sur sa poitrine. « Si je vous aide à porter un fagot, demanda-t-elle, en essayant de paraître légère. « Tu peux, prier pour moi. » Les lèvres de la vieille femme tremblèrent en un sourire. « La prière, c'est ce que j'ai en abondance. » Chika hocha légèrement la tête, posa les sachets d'eau au sol et se pencha pour soulever l'un des fagots. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Ses épaules frêles protestèrent. « D'accord, Mama. Allons-y. » Elles avancèrent lentement ensemble le long de la route. Le soleil brûlait leur dos. La sueur coulait le long de la nuque de Chika. Les voitures grondaient en passant. Un chien aboyait derrière un portail. Plus loin, quelqu'un se disputait bruyamment le prix avec un vendeur ambulant. Pendant un moment, elles marchèrent en silence. Puis la vieille femme parla sans la regarder. « Tu as souffert. » Les pas de Chika hésitèrent. « Le feu t'a touché quand tu étais petite, » poursuivit la femme calmement. « Tu as perdu ceux qui t'aimaient. On t'a déplacé de maison en maison. Tu dors dans des endroits où ton cœur ne trouve pas le repos. La nuit, tu cries encore ici et tu sens la fumée. » Le fagot faillit glisser de l'épaule de Chika. « Comment le savez-vous » murmura-t-elle. La femme tourna légèrement le visage. Dans ses yeux voilés, quelque chose de profond scintilla. « Je vois ce que Dieu me permet de voir, » dit-elle doucement. « Il m'a dit de te dire quelque chose. » Chika avala sa salive. « Dites-moi, Mama. » Elles s'arrêtèrent. Le bruit de la rue autour d'elles sembla s'éteindre, remplacé par un bourdonnement sourd. La vieille femme lui fit face, une main tremblante posée sur son bâton. « Tes larmes, dit-elle lentement, s'arrêteront un jour. Tu arrêteras un mariage. » Chika la fixa, stupéfaite. « Arrêter, un mariage ?» La vieille femme hocha la tête. « Un grand mariage. De grandes personnes. Un grand secret. Quand ce jour viendra, n'oublie pas le sacré et n'oublie pas les pauvres. » Un frisson parcourut la peau de Chika malgré la chaleur. « Quel mariage? Lequel ?» Un coup de klaxon strident l'interrompit. Elle se retourna et vit Huche, l'un des garçons de la boutique, sur une moto, lui faisant des signes désespérés. « Chika, Mama dit que si tu ne reviens pas maintenant, tout de suite, tu ne reviens plus du tout. » Son cœur bondit dans sa gorge. « Je dois y aller, » dit-elle rapidement à la vieille femme. « Si je tarde, elle va me renvoyer. »« Va, ma fille, » répondit doucement la femme. « On est arrivé là où je vais. » Chika leva les yeux et réalisa qu'elle se tenait devant une petite concession aux murs fissurés et au portail affaissé. Elle posa le bois de chauffe à l'entrée. La vieille femme tendit la main et toucha légèrement son bras. « Je n'oublierai pas ton visage, » murmura-t-elle. « Et au ciel, on n'oubliera pas ta bonté. » Chika acquiesça rapidement, courut récupérer les sachets d'eau, les posa sur sa tête et se hâta vers la boutique. Tout le long du chemin, les paroles de la vieille femme résonnaient dans son esprit comme un tambour. « Tes larmes s'arrêteront un jour. Tu arrêteras un mariage. » Elle n'était qu'une fille pauvre et marquée de cicatrices, qui lavait des assiettes pour 2000 néras par semaine. Elle n'avait jamais assisté à un mariage de sa vie, sauf à la télévision, à travers les vitrines des magasins d'électronique. Quel mariage pourrait-elle bien arrêter? Elle ignorait que, dans une autre partie de la ville, une famille riche était déjà en train de concevoir des cartons d'invitation dorés pour le plus grand mariage de l'année, et que leur chemin, le sien et le leur, se rapprochaient déjà en silence. Daniel Obiora était assis seul dans son luxueux penthouse, les lumières de la ville s'étendant sous lui comme des diamants éparpillés.
De l'extérieur, il incarnait tout ce qu'un jeune Nigérian rêvait de devenir. Beau, brillant, immensément riche. Fondateur d'Oyorat, l'empire fintech à la croissance la plus rapide du Nigeria, fils du défunt chef Inemeka Obiora, titan des affaires, diplômé de la London School of Economics, 2 fois en couverture de Forbes Africa. Mais ce soir-là, rien de tout cela n'avait d'importance, car les cauchemars étaient revenus. Il agrippa le bord du canapé, respirant difficilement tandis que le même rêve se rejouait derrière ses paupières. Des flammes, des cris, une fille appelant son nom, un collier brillant dans le feu, puis le silence. Il essuya la sueur de son front et se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon blanc et immense. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il à personne. Il avait passé des années à tenter d'enterrer ce souvenir. Les thérapeutes affirmaient qu'il souffrait d'un traumatisme d'enfance. Sa mère disait qu'il avait tout imaginé. D'autres prétendaient que les enfants inventent souvent de faux souvenirs pour faire face à la peur. Mais Daniel savait ce qu'il avait vu. Il savait qu'une fille était avec lui dans cet incendie. Il savait qu'elle avait prononcé son nom. Et il savait qu'elle était morte. Pourtant, si elle avait vraiment disparu, pourquoi sa voix continuait-elle de le hanter? Il tendit la main vers la bouteille de whisky, puis hésita. Son père s'était détruit à force de boire. Daniel refusait de suivre ce chemin. Il reposa la bouteille et se dirigea vers la fenêtre. En bas, la gosse vibrait. Klaxon, musique assourdissante, la vie débordant dans la nuit. Il aurait dû se sentir puissant. Il se sentait prisonnier. Un léger coup à la porte brisa le silence. Sans se retourner, il dit « Entrez, maman ». Sa mère entra avec grâce, ses pagnes dorés scintillant sous les lumières. Mama Obiora était élégante, digne et réputée intimidante, l'une des veuves les plus respectées du pays. Mais derrière son raffinement se cachait une ambition politique puissante que Daniel n'avait jamais vraiment comprise. « Tu as encore manqué le dîner » dit-elle en s'approchant. « Je n'avais pas faim. Tu perds du poids. Je vais bien. » Elle s'arrêta à côté de lui, étudiant son visage. Les cauchemars sont revenus. Il se raidit. « Ça va. Je peux gérer. » « Non, Daniel. Tu ne peux pas. Tu as besoin de stabilité. Tu as besoin de paix dans ta vie. » Sa voix s'adoucit à peine. « Et c'est pour cela que ce mariage est nécessaire. » Daniel ferma les yeux, épuisé. « Maman, s'il te plaît. Non. Écoute-moi. » Elle lui saisit fermement le bras. « Tu as 28 ans. Pas d'épouse, pas d'enfant, pas de structure. Le conseil d'administration commence à poser des questions. Les politiciens observent chacun de tes gestes. Si tu veux protéger l'héritage de notre famille, tu dois te poser. Te poser. » Ces mots lui donnèrent l'impression d'une cage autour du cou. « Avec Amarachi » demanda-t-il doucement. Sa mère sourit. Amarachi est une bonne fille. Intelligente, belle, issue d'une famille respectable. Ce mariage protégera ta réputation et renforcera le nom Obiora. Son père a de l'influence. Et je ne l'aime pas, coupa Daniel sèchement. Elle tressaillit, mais seulement un instant. L'amour vient avec le temps. Le mariage n'est pas un conte de fées, Daniel. C'est un devoir. Il sentit la pression monter derrière ses yeux, la même pression qui revenait chaque fois qu'elle parlait de ce mariage qu'il n'avait jamais demandé. « Je ne suis pas prêt, dit-il d'une voix basse. Ne peut-on pas au moins repousser ? Non. La fermeté de sa voix claqua comme du verre brisé. Les invitations sont déjà imprimées. Les médias sont au courant. La femme du président sera présente. Ton refus nous couvrirait de honte et détruirait tout ce que ton père a construit. » Daniel se détourna, la mâchoire crispée. Il n'avait pas peur de la société. Il avait peur de toute autre chose. Quelque chose de plus profond. Chaque nuit, le rêve devenait plus vivant. Chaque jour, la voix de la jeune fille devenait plus claire. Et plus le mariage approchait, pire c'était, comme si quelqu'un, quelque part, l'appelait. Sa mère s'approcha. « Mon fils, tu dois avancer. Tu ne peux pas t'accrocher à des fantômes. » Mais Daniel n'était pas convaincu que ces fantômes soient imaginaires. Il inspira difficilement. « Maman, cet incendie, la petite fille. »« Assez. » coupa-t-elle sèchement. « Nous avons déjà parlé de ça. Il n'y avait pas de fille avec toi. Tu étais un enfant effrayé qui a halluciné. » « Ce n'est pas vrai. » Sa voix se brisa dans la pièce. Pour la première fois,
Sa mère recula, surprise. Daniel expira lentement et s'affaissa sur le canapé. « Je me souviens d'elle, » murmura-t-il. « Je me souviens de sa main cherchant la mienne. Je me souviens de sa voix qui m'appelait. » Sa gorge se serra. Pourquoi ces cris me hantent-ils encore? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle est toujours en vie, quelque part? Le visage de sa mère se durcit, un masque se mettant soigneusement en place. « Daniel, » dit-elle d'un ton désormais glacial, « tu vas te marier, et c'est définitif. » Elle sortit sans attendre sa réponse. Daniel resta immobile, les doigts tremblants, l'esprit tournant comme un moteur en feu. Il se pencha vers la table en verre et ouvrit un tiroir. Là, enveloppé dans un tissu doux, se trouvait l'ancien objet qu'il conservait depuis des années. Un collier brûlé, à moitié fondu. La seule preuve qu'il n'avait pas été seul dans l'incendie. Il le fixa, le cœur battant. Qui était-elle? Pourquoi avait-il l'impression de l'avoir aimée autrefois? Et pourquoi, après tant d'années, les cauchemars revenaient-ils quelques semaines seulement avant son mariage? Il ne le savait pas. Mais quelque part à Anugu, à ce même instant, une jeune fille pauvre et marquée de cicatrices nommée Chika ouvrait elle aussi une vieille boîte en métal, fixant l'autre moitié parfaitement identique du même collier. Le centre international de conférences d'Inugu bourdonnait de vie tandis que les préparatifs atteignaient leur paroxysme. Le gouverneur était attendu. Plusieurs commissaires étaient présents. Et l'orateur principal, le plus jeune milliardaire du Nigeria, Daniel Waora, était l'attraction du jour. Pour Chika, cependant, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était là uniquement pour travailler. Elle arriva avec l'équipe de restauration de Mama Kiru, serrant un plateau de couverts contre elle et essayant de se fondre dans le décor. Son cœur battait vite. C'était le plus grand événement auquel elle ait jamais servi. Des riches partout. De grands bâtiments, des voitures brillantes, des parfums qui sentaient l'argent. « Toi !» aboya Mama Kiru dès qu'elles entrèrent dans la zone de service. « Décale-toi. Ne va pas me faire honte aujourd'hui. Si l'un de ces grands se plaint de ton visage. »« Mon visage ?» murmura Chika. « Oui, ton visage. » siffla Mama en la repoussant. « Reste derrière. Serre la nourriture et disparaît. Ne laisse aucun VIP te voir. » Chika hocha la tête en silence. La honte brûlait, mais comme toujours, elle l'avala. À l'intérieur de la salle, des lustres scintillants pendaient au-dessus de rangées de chaises blanches. L'air était frais, parfumé à la rose. Une musique classique douce s'élevait de haut-parleurs dissimulés. Chika se tenait près du fond, équilibrant un plateau de boissons. Elle gardait les yeux baissés. Puis il entra. Daniel fit son entrée, entouré de gardes de sécurité, d'assistants et de dignitaires locaux. Les flashs crépitèrent. Les journalistes chuchotèrent. Les invités murmurèrent d'admiration. C'est Daniel Waora. Quel bel homme. Le célibataire le plus riche du Nigeria. Il est encore plus beau en vrai. Et pourtant, quand Chika posa les yeux sur lui, un frisson étrange parcourut son corps. Elle ne le connaissait pas. Elle ne devrait pas le reconnaître. Mais quelque chose en elle s'ouvrit, comme une porte déverrouillée dans l'obscurité. Sa main se mit à trembler sur le plateau. Alors que Daniel avançait dans l'allée vers la table d'honneur, il s'arrêta soudain, grimaçant légèrement, comme si un murmure lui avait effleuré l'oreille. Son regard balaya lentement la salle, à la recherche de quelque chose. Chika baissa aussitôt les yeux, effrayé qu'il voie sa cicatrice, effrayé d'être chassé pour sa laideur, effrayé de tout. « Chika !» siffla Hébert à côté d'elle. « Tiens bien le plateau. Ne va pas le faire tomber. » Elle n'eut pas le temps de finir. Daniel s'était retourné. Ses yeux se dirigèrent vers elle et, pendant une fraction de seconde, une seule, leurs regards se croisèrent. Une vague de chaleur traversa Chika comme une décharge électrique. Elle haleta et manqua de laisser tomber le plateau. Le corps de Daniel se raidit, ses yeux se plissant légèrement, comme s'il avait entendu une voix familière ou reconnu un parfum oublié. Une tension étrange le saisit. Son assistant lui toucha l'épaule. « Monsieur, le gouverneur vous attend. » Mais Daniel ne bougea pas. Pas tout de suite. Car quelque part dans cette salle bondée, il ressentit à nouveau cela. Une voix, un murmure issu d'un souvenir enfoui sous les cendres. « Daniel, aide-moi !» Il cligna des yeux et secoua la tête. « Donnez-moi juste une seconde, » murmura-t-il. Mais lorsqu'il se reprit et regarda de nouveau, les serveurs étaient déjà en mouvement. Et Chika,
effrayée par l'intensité de son regard, s'était glissée derrière un rideau avec son plateau. En coulisses, elle s'adossa au mur, la poitrine soulevée par une respiration rapide. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi m'a-t-il regardé comme ça? Pourquoi ai-je l'impression que mon cœur le reconnaît? Chika, qu'est-ce que tu fais ici? La gifle de Mamaniru partit plus vite que l'éclair. Les gens importants demandent de l'eau. Retourne là-bas et sers. Oui, ma. Chika retourna précipitamment dans la salle et commença à servir de l'eau au fond. Elle essayait d'éviter de regarder la scène, mais ses yeux la trahirent. Daniel avait l'air troublé, jetant des regards autour de lui comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. À mi-parcours de l'événement, une petite fille au fond renversa du jus sur sa robe blanche et se mit à pleurer. Sa mère la gronda bruyamment. Chika s'agenouilla aussitôt près d'elle. « Ne pleure pas, ma chérie, dit-elle doucement. Laisse-moi t'aider. » Sa voix portait une mélodie apaisante qu'elle ignorait posséder. À l'autre bout de la salle, Daniel se figea en plein discours. Son cœur se serra, son souffle se coupa. Cette voix, il l'avait entendue dans ses rêves, dans ses cauchemars, dans des souvenirs entourés de flammes. Il se tourna brusquement vers le son. « Monsieur » murmura le gouverneur, déconcerté. Mais Daniel n'écoutait pas. Il scrutait la foule avec désespoir. La voix s'éteignit. Les serveurs passèrent. Les invités bougèrent. Et, une fois de plus, elle avait disparu. Ce soir-là, lorsque l'événement prit fin, l'équipe de restauration commença à charger les assiettes et les glacières dans le camion à l'extérieur. Le dos de Chika la faisait souffrir. Ses pieds pulsaient de douleur. Et pourtant, quelque chose de plus profond brûlait en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Alors qu'elle se penchait pour soulever une glacière, elle entendit Mama Nunaru parler fièrement à Arian et Fona. « On a encore décroché un gros contrat. Devine qui nous a engagés? » Qui? Madame Waora, la mère de Daniel. Non. Si. On va assurer le service du mariage de l'année. La jeune fille poussa un cri de joie. Le cœur de Chika s'effondra. Le mariage du milliardaire, le même homme qui m'a regardé comme s'il connaissait mon âme. Puis Mama ajouta. Mais vous trois, vous venez avec moi. Elle, là. Elle pointa Chika sans même la regarder. Je sais qu'on ne va pas la prendre. Son visage peut gâcher les photos du mariage. Les filles éclatèrent de rire. Chika eut l'impression qu'on lui plantait un couteau dans la poitrine. Elle se détourna rapidement pour qu'elle ne voie pas ses yeux briller. Alors qu'elle essuyait une larme, une ombre tomba sur elle. C'était le vieil homme de la rue, un étranger discret qui achetait parfois à manger à la boutique qui la regardait. « Pourquoi tu pleures » demanda-t-il doucement. Chika secoua la tête. « Mama a dit que je ne vais pas les accompagner pour le travail du mariage, » murmura-t-elle. L'homme la fixa intensément, comme s'il en savait bien plus qu'il ne le disait. Puis il prononça des mots qui la figèrent sur place. « Ma fille, tu dois assister à ce mariage. Que Mama et Akiru le veuillent ou non. » Chika cligna des yeux. « Monsieur, comment ?» Il se pencha vers elle, baissant la voix. « Parce que ce mariage ne pourra pas avoir lieu sans toi. » Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, il s'éloigna, la laissant tremblante, envahie par une peur qu'elle ne comprenait pas et un destin auquel elle ne pouvait échapper. La nuit tomba lentement sur Anugu, étendant son obscurité silencieuse sur la ville comme une lourde couverture. Mais à l'intérieur de la boutique de Mamaniru, la paix était introuvable. Les assiettes s'entrechoquaient, les marmites sifflaient. La voix tranchante de Mamakiru fendait l'air comme une machette. « Dépêchez-vous. Le travail du mariage, c'est demain matin. Je n'ai pas le temps pour les lentes. » Chika gardait la tête baissée en frottant la plus grande marmite. Ses doigts étaient fripés et à vif. L'odeur du riz jollof brûlé s'accrochait à l'air, épaisse et tenace. « Si tu veux perdre du temps, perds-le, » marmonna Mama derrière elle. « Demain, vous allez toutes voir le feu. » Chika ne répondit pas. Depuis l'après-midi, son cœur était agité. Les paroles du vieil homme tournaient en boucle dans son esprit. « Tu dois assister à ce mariage, car il ne pourra pas avoir lieu sans toi. » L'idée la terrifiait. Elle n'était personne d'important. Elle n'était ni belle, ni riche, ni influente, ni instruite. Elle n'était qu'une orpheline marquée de cicatrices qui lavait des assiettes. Comment un mariage, surtout celui d'un milliardaire, pourrait-il dépendre de quelqu'un comme elle?
Vers 23 heures, quand la plupart des filles étaient rentrées et que seul le bourdonnement des congélateurs subsistait, Chika sortit pour vider un seau d'eau sale derrière la boutique. La brise nocturne effleura son visage, fraîche et apaisante. Elle expira lentement, laissant l'obscurité la calmer. La rue était étrangement silencieuse. Un chien aboya au loin, comme un avertissement. La lune était basse et pâle. Puis elle entendit des pas. Lents, traînants, délibérés. Son cœur bondit. Elle se retourna brusquement et son souffle se coupa. C'était la vieille prophétesse, la même femme qu'elle avait aidée plus tôt avec le bois de chauffe. Elle se tenait à quelques mètres, appuyée sur son bâton de bois, son pagne flottant légèrement dans le vent froid. Le faible lampadaire projetait des ombres sur son visage, mais ses yeux pâles, voilés, terriblement perçants, brillaient comme s'ils reflétaient quelque chose d'invisible. « Mama » murmura Chika. La femme esquissa un faible sourire. « Mon enfant, tu as l'air fatigué. » Chika déglutit. « Vous m'avez fait peur. Pardonnez-moi. L'esprit m'a conduite ici. » La vieille s'approcha encore. Chika serra le seau, les mains tremblantes. « Mama, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Pourquoi parlez-vous comme si vous connaissiez ma vie? » « Parce que je la connais. » La voix de la femme se fit plus grave, vibrante d'un calme étrange. Elle tendit une main fragile et toucha la joue marquée de cicatrices de Chika. Son contact était chaud, doux, douloureusement bienveillant. « Tu portes le feu sur ta peau, » murmura-t-elle, « et le feu dans ton âme. » Chika cligna des yeux rapidement, les larmes lui brûlant les paupières. « Mama, qui êtes-vous? » « Une messagère, » répondit simplement la femme. « Envoyée pour t'avertir. »« M'avertir ?» La poitrine de Chika se serra. La femme hocha la tête. « Demain, ton destin va faire face à ton passé. » La peur s'enroula autour de Chika comme une corde glacée. « Mama, je ne comprends pas. Tu n'étais pas seule dans cet incendie, » murmura la prophétesse. Le temps sembla s'arrêter. Le seau glissa des doigts de Chika, l'eau éclaboussant ses pieds. « Mama, qu'avez-vous dit? Tu n'étais pas seule. » Chika recula d'un pas tremblant. « Non, ce n'est pas vrai. J'étais seule. Tout le monde me l'a dit. Tout le monde a menti, » l'interrompit doucement la femme. Chika secoua violemment la tête. « Mais qui? Qui était avec moi? » La femme ferma brièvement les yeux, comme si le souvenir la traversait. « Un garçon, » dit-elle doucement. « Un garçon qui t'aimait. Un garçon qui a crié ton nom à travers la fumée. » Le monde bascula pour Chika. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, là où le fantôme du collier avait autrefois reposé. « Il a cru que tu étais morte, » poursuivit la prophétesse. « Il porte tes cris depuis des années. Et demain ?» Sa voix se resserra. « Demain, il reverra ton visage. » Chika haleta. « Mama, non, non, c'est impossible. Je ne connais aucun garçon de l'incendie. Je ne me souviens de rien. » « Tu ne te souviens pas parce que les flammes ont brûlé ton passé, » répondit la femme. « Mais la vérité, elle, a survécu. » Le souffle de Chika trembla. « Mama, qui est-il? »« Un homme maintenant, » répondit la prophétesse. « Un homme riche, célèbre, puissant, mais avec un cœur qui saigne encore pour toi. » L'image du milliardaire au centre de conférence traversa l'esprit de Chika. « Non, ce n'est pas possible. C'était de la folie. »« Mama, s'il vous plaît, » murmura Chika, la voix brisée. « Dites-moi son nom. » La femme secoua lentement la tête. « Tu le sauras quand il te verra. Le destin reconnaît toujours les siens. » Chika avala difficilement sa salive. Son pouls résonnait dans ses oreilles. « Le mariage, » murmura-t-elle. « C'est là-bas? » « Oui. » Les yeux de la femme s'assombrirent. « Tu te tiendras devant quelqu'un qui aurait dû mourir avec toi. » Un frisson parcourut tout le corps de Chika. « Mourir avec moi? Vos vies ont été liées par le même feu, » dit la prophétesse. Un feu qui n'était pas un accident. Chika se figea. Le froid se glissa dans ses membres. « Que voulez-vous dire? » La femme posa de nouveau la main sur son bras, la voix soudain grave. « Tu apprendras demain. Mais écoute-moi bien, ma fille. Des yeux mauvais observent. La vérité fera trembler la terre. » Elle resserra sa prise. Et ce mariage ne doit pas rester silencieux. Chika la fixa, le souffle court. « Mama, j'ai peur. » La prophétesse sourit tristement. « La peur signifie que tu es proche de la révélation. » Puis elle recula,
se tourna lentement et commença à s'éloigner. « Attendez !» appela Chika, mais sa voix se brisa. La vieille femme ne se retourna pas. Elle leva simplement son bâton vers la lune et murmura. « Prépare ton cœur. Prépare tes larmes. » Puis elle disparut dans la nuit, laissant Chika tremblante, terrifiée, et sans le savoir, au seuil d'une vérité qui allait déchirer son monde. Le soleil se leva avec une éclatante intensité, projetant de l'or sur les toits d'Anugu comme une bénédiction ou un avertissement. Dès l'instant où Chika ouvrit les yeux sur le sol froid de la boutique de Mamaniru, son cœur battait d'inquiétude. Aujourd'hui était le jour. Le mariage de l'année. Le mariage du milliardaire. Le mariage que la prophétesse avait dit impossible sans elle. Chika s'assit lentement, posant une main tremblante sur sa poitrine. Ses cicatrices picotaient, comme si un souvenir enfoui cherchait à remonter, retenu par des mains invisibles. Elle s'habilla en silence, lissant sa robe usée, celle réservée aux serveuses. Elle attacha fermement ses cheveux en arrière, cachant les mèches rebelles. Elle ne mit aucun bijou. Elle n'en possédait pas. Lorsqu'elle sortit, le ciel bourdonnait déjà d'oiseaux, comme s'ils étaient eux aussi agités. « Chika !» aboya Mama Kiru dès qu'elle s'approcha du camion de restauration. « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Monte. On y va. » Mais Chika connaissait la vérité. Mama ne l'avait pas emmenée par envie. Elle l'avait emmenée parce que le mystérieux vieil homme était revenu la veille, avait glissé de l'argent dans la main de Mama et dit « Cette fille doit venir avec toi. Si elle ne vient pas, ton commerce va s'écrouler. » Craintive et superstitieuse, Mama avait accepté. Chika monta à l'arrière du camion, le cœur battant à tout rompre. Ébé et Effa roulèrent dramatiquement des yeux. « Si elle nous fait honte aujourd'hui, je tombe dans les pommes, » murmura Efuna. « Elle ne tiendra même pas 5 minutes dans ce mariage, » ajouta Ébé. Chika les ignora. Elle n'était même pas sûre de vouloir y aller. Le manoir des Oaora était plus grand que tout ce que Chika avait jamais imaginé. De hauts murs blancs, des fontaines en marbre, des pelouses immenses taillées comme des tapis de velours, et des agents de sécurité en costume noir impeccable. Des voitures de luxe bordaient l'allée, Bentley, G-Wagon, Rolls-Royce. Chaque invité semblait sortir d'un magazine. Des femmes en dentelle dorée, des hommes en boubou brodés de cristaux, des enfants vêtus comme des princes. Et Chika se tenait parmi eux comme une ombre. Le plateau tremblait légèrement entre ses mains. Le garde de sécurité jeta à peine un regard à l'équipe de restauration avant de les laisser entrer. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur le visage de Chika, sur ses cicatrices, il fronça les sourcils. « Celle-là » demanda-t-il. Mamani Kiru força un rire. « Ah, elle transporte juste la nourriture. Elle ne s'approche pas des VIP. »« Bien. » Le garde grogna. La honte grimpa le long de la nuque de Chika. À l'intérieur de la suite du marié, Daniel peinait à respirer. Sa tenue de mariage était parfaite. Son bonnet était impeccablement posé. Les caméras et les stylistes tournaient autour de lui. Sa mère se tenait près de là, rayonnante de fierté. Amarashi, la mariée, se trouvait dans une pièce voisine, prenant des photos pour Instagram. Tout était parfait, sauf son cœur. Daniel essuya la sueur de ses paumes. Le même rêve l'avait réveillé à l'aube. La fille dans le feu, l'appelant, tendant la main vers lui, les flammes l'engloutissant tandis qu'il criait, impuissant. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Sa mère s'approcha discrètement. « Daniel, souviens-toi de ta prestance, » murmura-t-elle. Il força un signe de tête, mais au fond de lui, quelque chose venait de se fissurer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il avec précaution. Que tout ce qui venait de l'incendie, tout ce dont je me souvenais, était vraiment une imagination. Le sourire de sa mère se figea. « Daniel, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. » « Mais, et si elle était morte ?» Elle répondit sèchement, à voix basse. « Concentre-toi sur les vivants. Concentre-toi sur ton avenir. » Pourtant, la poitrine de Daniel se serra encore plus, car quelque part, quelque chose sonnait faux. Terriblement faux. La cérémonie commença. Les invités remplirent l'immense salle décorée de roses en cascade et de lustres scintillants. Des musiciens jouaient doucement du high life. Les photographes tournaient comme des abeilles. Chika resta au fond avec les serveuses, portant un plateau de riz jollof. Ses yeux restaient fixés au sol. Elle n'osait pas les lever, mais toutes les quelques secondes, son cœur bondissait,
comme si quelqu'un l'appelait de l'autre côté de la salle. Elle avança doucement pour remplir une assiette. Lève la tête, siffla Efana. Tu renverses le riz. Chika leva le visage, et le monde bascula. De l'autre côté de la salle, debout à la table d'honneur, les lèvres tremblantes, Daniel la fixait. Le souffle de Daniel se coupa. Sa vision se brouilla. Ses mains devinrent insensibles. Le plateau qu'elle tenait. Les cicatrices sur sa peau. La forme de son visage. La tristesse dans ses yeux, les mêmes yeux qui hantaient ses rêves. La salle tourna autour de lui. Sa mère parlait. Le maître de cérémonie annonçait quelque chose. Amarashi riait doucement avec un invité. Rien n'atteignait Daniel. Il ne voyait qu'elle. Sa Chika. Son amie d'enfance. La fille qu'il croyait avoir perdue dans l'incendie. Celle qu'il avait pleurée pendant des années. Elle était vivante. Vivante. Là, devant lui, comme un souvenir refusant de mourir. Ses doigts tremblaient violemment. Puis l'alliance glissa de sa main et tomba au sol. Le bruit résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Des exclamations éclatèrent. Les appareils photo crépitèrent. Amarashi s'arrêta net, figé dans son rire. Daniel ne remarqua rien. Il se mit à avancer, vite, comme quelqu'un qui se noie et cherche de l'air. Il bouscula les invités, passa devant le visage choqué de sa mère, devant la sécurité, devant le maître de cérémonie réduit au silence. Il courut droit vers la jeune fille pauvre tenant le plateau. Vers Chika. Les yeux de Chika s'agrandirent quand Daniel s'approcha. Quelque chose se déchira en elle, comme un souvenir cherchant à refaire surface. Son cœur battait à tout rompre. Chika, murmura Daniel, la voix brisée en l'atteignant. Elle recula, effrayée. Puis un vertige violent l'envahit. Des images jaillirent derrière ses paupières. Une petite maison. 2 enfants qui jouent. Des rires. Un cri. Le feu dévorant les murs. Une main cherchant la sienne. Un garçon qui pleure. Chika, ne me laisse pas. Un collier brûlant sur sa poitrine. Daniel. 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 Ses jambes cédèrent. Le plateau s'écrasa au sol. Les invités hurlèrent quand elle s'effondra. Daniel la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Chika, cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. Les gens se levèrent. Les téléphones se levèrent. La sécurité accourut. Le père d'Amarashi hurla. Enlevez cette fille d'ici. La mère de Daniel halta, livide. Mais Daniel serrait Chika contre lui, la berçant comme quelque chose de fragile qu'il avait perdu autrefois. Des larmes coulaient sur son visage. C'est toi, murmura-t-il en tremblant. C'est vraiment toi. Tu es vivante. Tu es vivante. Les paupières de Chika frémirent. Sa voix était faible, brisée, confuse. Daniel. La salle sombra dans le chaos. Daniel, que signifie tout cela? Tonna le père d'Amarashi. Appelez la sécurité, cria Amarashi, tremblante de rage et d'humiliation. Personne, dit Daniel d'une voix soudain ferme et autoritaire, n'emmènera cette fille nulle part. Sa mère s'avança, tremblante. Daniel, mon fils, je t'en prie. Maman, dit Daniel en se levant avec Chika toujours dans ses bras. Tu m'as menti. Son visage se vida de toute couleur. Je t'ai demandé s'il y avait une fille dans cet incendie avec moi. Tu as dit non. Tu as dit non. Daniel, murmura-t-elle en tremblant. Il se tourna vers la foule stupéfaite. Ce mariage. Il regarda l'alliance au sol. Ne peut pas continuer. Des cris étouffés explosèrent de partout. Amarashi le fixa, les larmes aux yeux. Daniel, n'ose pas. C'est mon mariage. Daniel la regarda droit dans les yeux. Je ne peux pas t'épouser, dit-il doucement mais fermement. Mon cœur appartient à quelqu'un que je croyais avoir perdu pour toujours. Il baissa les yeux vers Chika. Elle venait de revenir. Les invités murmuraient. Les téléphones filmaient. Le scandale éclatait sous leurs yeux. Mais Daniel n'entendait rien. Car dans ses bras, Chika murmura enfin. Je me souviens de l'incendie. Daniel ferma les yeux et la serra plus fort. Et tandis que la salle plongeait dans le chaos, la honte et la confusion, une prophétie venait de s'accomplir. Ses larmes avaient arrêté un mariage. Mais la vérité derrière ces larmes ne faisait que commencer.
Des sirènes hurlaient à travers la ville tandis que le cortège de Daniel fonçait vers l'aile privée de l'hôpital universitaire de l'État d'Anugu. La salle de mariage était encore plongée dans le chaos. Invités hurlant, journalistes se pressant, Amarachi pleurant de manière incontrôlable. Daniel s'en moquait. Il n'avait qu'une seule priorité, la jeune fille inconsciente dans ses bras. Chika. Sa Chika. Il la tenait de façon protectrice, refusant que quiconque d'autre la touche. Sa respiration était faible, son cou marqué de cicatrices couvert de sueur, ses doigts recroquevillés contre sa poitrine. Un médecin accourut dès leur arrivée. « Monsieur, s'il vous plaît, nous devons la porter. »« Non, » dit Daniel, la voix brisée. « Je la tiendrai. Soignez-la pendant que je suis là. » Le médecin hésita, reconnaissant l'autorité dans son ton. « D'accord, monsieur. Amenez-la à l'intérieur. » Ils allongèrent doucement Chika sur un lit d'hôpital blanc. Les infirmières s'affairaient autour d'elle, branchant les perfusions et vérifiant ses constantes. Daniel s'agrippait à sa main, ignorant sa mère, ignorant le père d'Amarachi venu provoquer une nouvelle scène, ignorant le bourdonnement frénétique des médias. Son cœur avait l'impression d'être arraché. « Pourquoi n'es-tu pas revenu vers moi ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « Je croyais que tu étais morte. Toutes ces années, je pensais. » Sa voix se brisa. Sa mère se tenait à la porte, tremblante, incapable d'entrer. C'était la première fois qu'elle voyait son fils pleurer. Chika bougea légèrement, ses lèvres tremblant tandis que des souvenirs douloureux et confus défilaient derrière ses paupières. La fumée. Sa mère criant. La main d'un garçon glissant de la sienne. La chaleur avalant tout. Un collier brûlant sa peau. Des voix criant son nom. Elle gémit doucement, serrant sa main plus fort. Daniel se pencha. « Ça va, Chika. Je suis là. Tu es en sécurité. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, confus, effrayés, cherchant. « Daniel » murmura-t-elle. La poitrine de Daniel se serra douloureusement. « Oui, je suis là. » Des larmes remplirent ses yeux et coulèrent lentement. « Je me souviens de l'incendie. Tu étais avec moi. » Daniel hocha la tête, caressant doucement ses cheveux. « Oui. Et j'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi j'ai survécu, et pas toi. » Une infirmière leva la tête, choquée. Elle ne comprenait pas tout, mais la tension dans la pièce était évidente. Chika avala difficilement. « Je croyais que tu étais mort. » Daniel secoua la tête, la voix tremblante. « J'ai survécu parce que ta mère nous a poussés vers la porte arrière. Elle nous a sauvés. » Chika tressaillit. « Ma mère. » Daniel hocha la tête. « Elle nous a sortis de la pièce en flammes. Elle t'a couverte de son corps. Elle nous a fait gagner du temps. » La respiration de Chika se coupa et elle se mit à pleurer en silence, serrant sa main plus fort. À cet instant précis, la douleur de toutes ces années, l'abandon, les cicatrices, les cauchemars, la solitude, entra en collision en elle, et Daniel la soutint à travers tout cela. La porte s'ouvrit doucement. La mère de Daniel entra, s'arrêtant près du lit. Ses yeux brillaient de culpabilité. « Daniel, » murmura-t-elle. « Nous devons parler. »« Non, » répondit-il froidement. « Nous avons fini de parler. Tu savais qu'elle existait. Tu savais qu'elle était dans cet incendie. » Sa mère avala sa salive. « Daniel, j'essayais de te protéger. »« Me protéger ?» lança-t-il sèchement. « En me faisant croire qu'elle n'avait jamais existé. » Sa voix résonna dans la chambre. Chika observait la scène à travers un voile de confusion, tremblante. La mère de Daniel se tourna vers elle, le remords gravé sur le visage. « Tu étais censé grandir avec nous, » murmura-t-elle. « Ta mère et moi étions amis. Je lui ai promis de vous protéger toutes les deux. » Chika eut un souffle coupé. « Vous connaissiez ma mère. »« Oui, » répondit-elle, la voix brisée. « Ta mère était comme une sœur pour moi. Quand l'incendie est arrivé, j'ai cru que vous étiez tous les deux morts. » Daniel la fusilla du regard. « Et quand je t'ai dit que je me souvenais d'une fille, tu as appelé ça une hallucination. » Elle essuya ses larmes, car la vérité était bien pire. La mâchoire de Daniel se crispa. « Dis-le. » Sa mère les regarda tous les deux, puis murmura. « L'incendie n'était pas un accident. » La respiration de Chika s'arrêta. Les poings de Daniel se serrèrent.
Qu'est-ce que tu veux dire? Exigea-t-il. Sa mère désigna le couloir. L'homme responsable était à ton mariage aujourd'hui. Daniel se figea. Qui? Celui qui avait tout à perdre si tu héritais de l'entreprise de ton père. L'estomac de Chika se noua. Qui, maman? La mère de Daniel ferma les yeux, comme frappée de douleur. Le père d'Amarachi. La pièce plongea dans un silence total. Daniel sentit un froid glacial envahir son sang. Il a essayé de me tuer quand j'étais enfant. Oui, murmura sa mère. Ton père s'apprêtait à le dénoncer pour avoir détourné de l'argent public et utilisé illégalement des contrats pétroliers. Il savait que la seule façon d'effacer les preuves était d'éliminer ton père. Et toi? Chika fixait le plafond, le battement de son cœur résonnant dans ses oreilles. Mais ma mère, murmura-t-elle. La mère de Daniel s'approcha, la voix tremblante. Ta mère l'a confronté cette nuit-là. Elle a essayé de nous prévenir. Elle s'est battue contre lui quand il a tenté de mettre le feu à la maison. Elle vous a sauvés, toi et Daniel, mais elle n'a pas réussi à s'en sortir. Les larmes de Chika coulèrent sans retenue. Alors, il a tué ma mère? Dit-elle dans un murmure tremblant. Daniel répondit à sa place, la voix lourde de haine. Oui. Et il avait aussi prévu de nous tuer. La vérité s'abattit sur eux comme une vague dévastatrice. Brutale. Implacable. Comme s'ils avaient été appelés, la porte vola soudainement ouverte. Des agents de sécurité traînèrent le père d'Amarachi à l'intérieur, menotté, le visage déformé par la rage. « Lâchez-moi! Savez-vous qui je suis ?» hurla-t-il. Daniel se plaça devant Chika, les yeux brûlants de fureur. « Oui, » dit-il d'une voix basse et mortelle. « Un meurtrier. » L'homme cracha. « Tu crois pouvoir me détruire ?» Daniel se jeta sur lui et lui asséna un violent coup de poing au visage. Les agents le retinrent fermement tandis que l'homme trébuchait. « Tu as essayé de nous tuer. Tu as tué sa mère, » dit Daniel entre ses dents serrées. « Tu as détruit mon enfance. Tu as transformé ma vie en cauchemar. » Le père d'Amarachi ricana. « Et alors? Cette fille aurait dû brûler avec sa mère. » Chika eut un hoquet de douleur, se tenant la poitrine. Daniel plaqua l'homme contre le mur avant que la sécurité n'intervienne. « Tu pourrirais en prison, » gronda Daniel. « Et cette fois, aucun politicien ne pourra te sauver. » Les agents l'emmenèrent de force, tandis qu'il hurlait encore. La guérison commence. Quand le silence revint, Daniel s'assit de nouveau près de Chika, sa colère fondant en une profonde tristesse. Il prit doucement sa main. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pour tout ce que tu as enduré. Pour tout ce que tu as perdu. Pour chaque nuit de solitude, chaque cicatrice, chaque larme. » Chika essuya faiblement ses yeux. « Daniel, toi aussi, tu as perdu. » Il secoua la tête, les larmes coulant librement. « Mais je t'ai retrouvé. » Elle ferma les yeux, submergée. « Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a-t-il réunis à nouveau? » Daniel caressa doucement ses joues. « Car le destin n'oublie jamais ce qui lui appartient. » Elle le regarda, les yeux tremblants. « Est-ce que je serai en sécurité maintenant? » murmura-t-elle. Daniel se pencha vers elle, posant son front contre le sien. « Je te le promets, » dit-il doucement, fermement, du plus profond de son âme, « je ne laisserai jamais personne te faire du mal à nouveau. » Une seule larme roula sur la joue de Chika. Pour la première fois en 19 ans, elle y crut. Et dans cette petite chambre d'hôpital, pleine de cicatrices, de vérité, de douleur et de guérison, deux âmes réunies par le feu commencèrent à reconstruire ensemble la vie qui leur avait été volée. Morale de l'histoire. Le vrai destin ne peut être enterré par la douleur, la pauvreté ou la méchanceté des autres. Ce qui est destiné pour toi te trouvera toujours, peu importe combien de temps cela prend ou à quel point cela a été caché. La bonté, le courage et la résilience peuvent réécrire même le passé le plus sombre. Et surtout, l'amour se souvient, même lorsque le monde tente de l'effacer. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage émotionnel. L'histoire de Chika montre que, peu importe l'obscurité du passé, le destin finira toujours par briller. Si cette histoire a touché votre cœur, merci de liker, partager et vous abonner pour ne jamais manquer d'autres histoires puissantes et bouleversantes comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine.